Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. C'est un bilan lecture avec des pépites. Vous allez comprendre tout ça dans les minutes à suivre. Je vais commencer de ce pas avec le premier titre que j'ai lu, ou plutôt que j'ai écouté en audio, c'est I Have No Mouth and I Must Scream. C'est une histoire que je cherchais depuis longtemps. C'est une nouvelle qui a été parue dans le recueil de nouvelles Histoire mécanique. Ça touche à la SF, mais aussi à l'horrifique. Sa thématique, vous allez comprendre. Cependant, c'est difficilement trouvable en français, mais aussi parfois en anglais. Au tout début, quand je le cherchais, j'essayais de trouver la solution en anglais. Sauf que le recueil, l'histoire en anglais, elle coûtait 200 balles. Comment vous dire que je vais pas vendre mon rang pour avoir juste une nouvelle? Mais la solution, elle est apparue comme par miracle parce qu'à un moment donné, un gars que je suis sur YouTube, un vidéaste anglophone, a parlé de cette nouvelle qui est disponible en audio sur YouTube. En fait, l'histoire elle est narrée par l'auteur lui-même. Il fait tous les bruitages, tous les voix des personnages. C'est intéressant, mais c'est une histoire qui s'inscrit dans son époque. Et par là, je veux dire que le traitement de la femme n'est pas tout à fait ok parce qu'il y a des passages où je savais pas si je devais rire ou me moquer de la manière d'envisager la voix du personnage féminin et que son comportement. Mais bon, bref, c'est juste des détails parce que finalement, j'ai pu l'écouter. La nouvelle, si vous voulez, elle est disponible aussi dans un recueil de nouvelles qui vient d'être édité en anglais. Je pense que ça fait 1 ou 2 mois, voire 3 à voir au moment de la diffusion de cette vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez la retrouver en anglais dans un recueil de nouvelles de Harlan Ellison. Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est ça qui vous intéresse, n'est-ce pas? Dans cette histoire, on suit une intelligence artificielle qui tourmente les humains restants. En fait, l'IA a pris le pas sur l'humanité. Ils ont commencé à les massacrer et il reste juste 5 survivants qui sont tourmentés et angoissés par la présence des AM, cette intelligence artificielle qui voue une haine profonde à l'humanité tout entière. Elle déteste les humains, elle veut les voir mourir, souffrir, être dans les pires situations, les plus angoissantes situations, être terrifiée et revenir à la vie. Pour accomplir sa soif de vengeance, cette IA les a guéris de tous leurs maux, ils sont quasiment immortels et ils vivent une tourmente perpétuelle. Pourquoi? Comment va se développer cette histoire? Vous allez le comprendre si vous écoutez cette nouvelle racontée par l'auteur lui-même. J'ai beaucoup aimé cette histoire, bien que, comme je vous disais tout à l'heure, le personnage féminin, c'est un cliché sur pattes, c'est une caricature, sa voix n'est pas du tout respectée, c'est pas représentatif pour les femmes. Dans aucune situation, on dirait vraiment les clichés personnifiés. Mais pour autant, j'ai bien aimé la manière dont ces personnages ont été créés, je veux dire plutôt les personnages masculins, voir leur tourmente, voir leur détresse, leur douleur et leur paranoïa, parce qu'en situation de crise, on voit tout ce qui ressort, on voit leurs émotions qui sont exacerbées, on voit leurs réactions et leur manière d'agir dans des situations horrifiques et terribles. Le titre de la nouvelle prend tout son sens au fur et à mesure que le récit se développe. Je vais pas vous dire plus parce que c'est une courte nouvelle, je pense que ça fait une centaine de pages, en tout cas en audio, ça fait 40 minutes d'écoute. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas, elle est disponible en audio sur YouTube. Vous tapez I Have No Mouth and I Must Scream de Harlan Ellison et vous allez trouver cette petite nouvelle. Voilà. On va continuer notre bilan lecture avec une petite BD qui s'appelle Decreased, tome 2. En fait, c'est l'histoire de Decreased, c'est la suite directe du premier tome parce qu'entre-temps, comme je vous ai raconté au fur et à mesure des vidéos, il y a 2 hors-séries, entre guillemets, qui s'entremêlent, qui s'intercalent entre le premier et ce deuxième tome. Finalement, on se retrouve ici dans le deuxième tome de l'histoire, tout simplement, où on suit les rescapés de cette pandémie. Quand je dis les rescapés de cette pandémie, je parle plutôt des surhumains, des super-héros, parce que bien évidemment, on est dans un univers ici et du coup, on va s'axer sur les personnages iconiques de cet univers, sur Batman, Superman, Wonder Woman, etc., etc. Dans cette histoire, l'action s'axe sur les héritiers de super-héros vaincus qui ont été accaparés par ce virus, cette équation antivie qui les transforme en bêtes sanguinaires, en zombies assoiffés de sang, des entités qui n'ont pas de contrôle, des entités qui ont perdu
toute leur humanité et toute leur savoir-vivre et toute leur conscience. Du coup, on suit les héritiers de ces super-héros qui essayent de lutter contre ces virus, qui essayent de trouver un remède, de rendre la Terre habitable à nouveau, parce que si vous avez lu le premier tome, vous savez qu'il y a certains endroits où l'humanité est enclavée, il y a certains petits enclaves où l'humanité a été préservée, mais elle est quand même mise en danger par ce virus. On est ici dans une histoire entre les forces du bien et les forces du mal, incarnées aussi par les super vilains qui font l'apparition dans ce récit. On verra un peu comment la Terre elle est partagée entre soif de pouvoir et de dominance. Voilà, c'est sympathique. Je peux pas dire que c'est ma meilleure lecture de l'année, mais ça se laisse lire. Si je dois faire le bilan jusqu'à présent, je pense que le hors-série, c'est celui qui m'a conquis le plus, de Deceased Unkillables, où on a les vilains, les anti-héros. C'est celui que je préférais, mais celui-là, ça va, c'est vraiment chouette. Et on va rester dans la vibe BD avec un tome, une histoire que j'avais dans ma palle depuis avril et que j'ai lu finalement. C'est Shangri-La de Matthew Bablet. Cette histoire, cette petite BD, enfin petite façon de dire parce que c'est un gros mastodon, elle m'a conquise. C'est un coup de cœur monumental, monstrueux, parce qu'elle intègre toutes les thématiques que j'adore. On parle des inégalités sociales, on parle du racisme, on parle de l'entre-soi, des rationalisations des ressources, de la surconsommation. On parle de tout. Tous les sujets majeurs d'une société sont inscrits dans cette BD. J'étais vraiment conquise. On a des groupuscules qui luttent pour le pouvoir, des groupuscules qui luttent pour la vérité, pour démanteler tout ce qui se passe dans les coulisses dans cette société post-apo, parce qu'en fait la Terre elle est inhabitable. Il y a eu une catastrophe nucléaire, il me semble, et du coup les gens ont dû se réfugier sur une nouvelle planète. Sauf que sur cette petite planète, ils sont un peu entassés. Il y a aussi des animaux humanoïdes qui malheureusement sont des souffres-douleurs dans cette société, sont des sortes de soupapes d'évacuation du stress. Il y a du tout. Il y a du tout dans cette BD et il y a une lutte entre le bien et le mal, écrite d'une manière poétique, d'une manière terrifiante en même temps, parce qu'on se rend compte que finalement la Terre et toutes les décisions prises par les puissants peuvent ramener dans une situation vraiment catastrophique. C'est vraiment bien. J'ai bien aimé le développement des personnages dans ces 200 pages environ. Dans ces 200 pages environ, on a une histoire complète, on a une histoire complexe qui nous montre tous les dérives d'un système totalitaire, tous les dérives d'un système où l'humain s'est fait balayer, où l'humain n'a pas vraiment des prises de contrôle, n'a pas vraiment des prises de décision, où tout est contrôlé et millimétré par les puissants qui sont dominants dans cette société. Vraiment une très très belle découverte, une chouette découverte. Les dessins à l'intérieur sont un peu spéciaux. Le design des personnages est un peu spécifique, comment dire, étonnant. Voilà, c'est pas un design de personnage qu'on retrouve tous les jours, mais pourtant il fait le charme de cette BD. On voit que c'est le style graphique de l'auteur et c'est d'autant plus original et d'autant plus complexe étant donné que cette BD elle est écrite, coloriée, dessinée entièrement par Matthew Bablet. Il a fait tout, il a créé cette BD de A à Z, il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de personnes qui l'aident sur le scénario ou sur le coloriage, il a tout fait de A à Z, que je trouve exceptionnel. Il a créé une œuvre magistrale, magnifique et je vous la recommande chaudement. Cette BD, c'est une vraie pépite des SF. Vraiment, si vous aimez un peu la SF et toutes les histoires post-apo, n'hésitez pas, c'est vraiment un bijou. On va passer maintenant au roman et à la pièce de théâtre que j'ai lu dernièrement. On va commencer par un petit chair de poule, La bête de la cave de R.L. Stine. Franchement, c'est le meilleur chair de poule que j'ai lu jusqu'à présent. C'est mon chair de poule préféré. J'en ai pas lu de masse, mais j'ai trouvé les thématiques et la manière de raconter de la narration, l'histoire, le développement des personnages absolument parfait. Pour arriver à me conquérir dans une centaine de pages, sur un chair des poules qui est destiné aux jeunes enfants, il faut faire. Vraiment, il faut faire. Et je pense qu'avec ce titre, R.L. Stine, il est arrivé à me conquérir. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ces sentiments d'ambiguïté. J'ai beaucoup aimé cette idée de réalité un peu distorsionnée. On ne sait pas ce qui est réel, on ne sait pas ce qui est imaginaire
fictif. En quelque sorte, notre personnage, il est tourmenté, il est angoissé, son mode de vie, son quotidien, il est ébranlé par cette entité qui le hante. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur a mis en place le cadre et aussi la narration. J'ai beaucoup aimé, c'était chouette. On est toujours avec des personnages enfantins, des collégiens. Ici, l'histoire se concentre autour de Mark, un petit garçon qui a une mère très enveloppante, très envahissante. Et à un moment donné, lors d'un match de baseball, il se prend un coup sur la tête et son quotidien bascule. Parce que à partir de ce moment-là, il commence à entendre des voix, il commence à avoir des visions un peu bizarres. Quelque chose dans sa cave commence à sortir, à le hanter en quelque sorte. Et j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est le meilleur chair de poule, comme je vous disais, que j'ai lu jusqu'à présent. Et je vous le recommande chaudement. On s'aventure maintenant dans la terre fourbe et Molière, les fourberies des Scapin. C'est une pièce de théâtre assez marrante qui me fait penser à Shakespeare. En tout cas, j'ai vu une sorte d'inspiration shakespearienne. Ça m'a fait penser à un rêve d'un nuit d'été. Je me rappelle pas exactement le titre de cette pièce de théâtre de Shakespeare, mais en tout cas, ça ressemblait beaucoup. Dans cette histoire, on suit Scapin, ce fourbe, ce valet qui va aider deux couples de jeunes. En fait, il y a une sorte d'embrouille, de malentendu, et du coup, les personnages de ce récit, les couples d'amoureux, ils sont un peu angoissés que leur amour ne pourra pas voir le jour à cause de leurs parents qui souhaitent les marier avec quelqu'un d'autre. Du coup, à partir de ce moment-là, Scapin, il va intervenir en leur faveur et il va se moquer, il va prendre en dérision les actes et les agissements de ses patrons, de ses maîtres. Il va se moquer d'eux, il va les enturluper, de leur extorquer de l'argent afin de les rendre risibles aux yeux de tout le monde. Et vraiment, c'est chouette, c'est burlesque, ça se lit très très vite. 1 ou 2 heures et c'est plié. Si vous voulez passer un bon moment de lecture et que vous souhaitez découvrir des classiques, n'hésitez pas à lire cette pièce de théâtre de Molière. On va passer maintenant à un artiste, un maître de l'horreur sans titre, disons. C'est Confessions d'un linceul de Clive Barker. C'est le 3e tome de Livre des Sangs. C'est un recueil de nouvelles qui regroupe des histoires splatterpunk, des histoires horrifiques, sanglantes, fantastiques, dérisoires. C'est un pur régal. Chaque fois que j'ai lu ces histoires, je me suis dit, mais ce gars, il a un talent incroyable, un talent fou. Et ce 3e tome des Livres des Sangs ne fait pas exception. Il fait 310 pages. On a 5 nouvelles. J'ai beaucoup aimé les histoires proposées. On a des revenants d'Hollywood qui essayent d'attirer et revenir à la vie. J'essaie de rester un peu plus vague. Je vais pas vous donner tous les détails. On a une entité maléfique ancienne, très très ancienne, qui revient à la vie. On a des noyés qui essayent d'attirer les vivants vers les profondeurs. On a un gars qui s'accroche à tout prix à la vie afin de se venger, mais aussi une statue qui va hanter les humains. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, comme je vous disais, c'est des nouvelles horrifiques, c'est des nouvelles un peu splatterpunk, avec beaucoup d'hémoglobine, c'est des histoires parfaites, la psychologie des personnages, elle est très bien ramenée, on voit toute la profondeur des abysses, des abîmes, on voit toute la noirceur de l'âme humaine et tous les éléments fantastiques qui surgissent des néants, et cette horreur ambiante qui est très très présente, qui est très prenante, qui enveloppe nos personnages principaux et qui les ramène dans des tourmentes pas possibles. Je vous recommande Confessions d'un linceul de Clive Barker. Et le dernier récit, mais pas le dernier élément de ces bilans lecture, parce qu'on aura aussi des films, c'est Taltos d'Anne Rice. C'est le 3e tome de la saga des sorcières d'Anne Rice. Et comme toujours, c'est un délice, c'est un petit bonbon qui se savoure malgré ses 500 pages. Cette fois-ci, mes yeux n'ont pas souffert parce que je l'ai dans un grand format. Mais si vous l'avez un petit format, bonne chance à vous. Il est tout aussi détaillé que les précédents tomes. On a bien évidemment, comme à chaque nouveau récit qui met en avant les sorcières Maillefert, on a de nouveaux personnages qui se rajoutent à l'histoire et qui complexifient encore plus cette fresque familiale. On a plus de détails sur les Taltos, ces entités qui ont un lien
très proche avec les sorcières Maillefert. Les anciens personnages, ils sont toujours présents dans ces récits. Parfois, ils prennent la lumière du projecteur. Parfois, ils sont des personnages secondaires dans ce récit, laissant place aux nouveaux venus, à leur histoire. Et cette fresque familiale, cette fresque qui englobe aussi cette société secrète Talamasca, elle est de plus en plus grande, elle est de plus en plus complexe. On voit les répercussions des actions anciennes, on voit comment les malédictions se sont succédées, ils ont passé les âges et les époques. J'ai beaucoup aimé ces récits, mais on sait que c'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début, en quelque sorte, parce que cette histoire va se regrouper avec la saga des vampires à partir du tome 7, à partir de Méric. Et j'ai trop hâte de découvrir. Moi, j'ai pas encore Armand le vampire, qui est le 6e tome de la série, avant de passer à cette 7e, mais dès que je vais les trouver en occasion, je vais les prendre, parce que cette saga, la saga des vampires, cette saga des sorcières sont des pépites et moi je suis très curieuse de connaître le développement, l'avenir de la famille Maillefert, l'avenir de l'Estade du Vampire et l'avenir aussi de Talamasca, cette société secrète. Voilà, je vous dis pas plus, mais en tout cas, la prose d'Anne Rice, elle est toujours aussi belle, toujours aussi chargée de détails, mais des détails qui servent vraiment le récit, le propos de l'histoire. N'hésitez pas à lire les récits d'Anne Rice, peu importe qu'il s'agit de cette saga des sorcières, qu'il s'agit des histoires de vampires, des histoires des anges. Peu importe, lisez la prose d'Anne Rice, elle mérite vraiment le détour. Voilà les amis, et maintenant on va passer au film que j'ai regardé ces derniers temps. Franchement, après vos recommandations, j'ai finalement regardé Misery de Stephen King et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'actrice qui joue Annie. Je l'ai trouvée absolument magnifique, absolument dérangée, parfaite dans le rôle d'Annie. Cette infirmière un peu dérangée qui séquestre son auteur préféré, Paul Sheldon, afin de le garder auprès d'elle et de le faire travailler à son insu. Je pense que le point fort de ce film, c'est notamment le personnage d'Annie. On voit toute sa folie, on voit sa bipolarité. J'adore, vraiment, j'ai adoré l'actrice et elle a vraiment mérité toutes ces récompenses qu'elle a reçues pour le rôle dans ces films. Elle était la meilleure. Franchement, s'il y a quelque chose à retenir de cette histoire, retenez le personnage d'Annie. Voilà, je rentre pas dans le détail. Vous savez, c'est l'adaptation du roman de Stephen King qui porte le même nom, Misery. Et maintenant, on va passer au deuxième film que j'ai regardé qui s'appelle The Watchers. The Watchers, il faut savoir que c'est un film qui a été adapté d'un roman. À la base, c'est un roman que j'ai pas encore lu, mais j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur ce récit, sur le développement des personnages, du contexte dans lequel prend place l'action et aussi sur la création de la psychologie des personnages. Cependant, ce film, je l'ai trouvé moyen. Je sais, je suis un peu dure, mais c'est la vérité. J'ai trouvé que l'action, elle s'est passée trop vite. On avait pas le temps de se focaliser sur la psychologie des personnages exposés. Ok, on a quelques bribes par-ci par-là, mais on n'a pas une profondeur, on n'a pas vraiment le background de ces personnages qui sont captifs à l'intérieur de ce bunker et qui sont regardés chaque nuit par ces créatures qui s'appellent The Watchers. J'ai entendu parler que le personnage de la dame qui est plus âgée dans le film, je me rappelle pas son nom, Mélanie, peut-être? Je suis pas sûre. Il est beaucoup plus développé dans le roman et on a son background, on a vraiment une évolution du personnage et on a tout le contexte dans lequel elle évolue. On voit pourquoi elle est comme ça, comment elle est arrivée dans cet endroit. Apparemment, c'est vraiment chouette. Tous ceux qui ont vu le film et ont lu le roman ont dit qu'ils ont préféré le roman. Après, je sais pas, je l'ai pas lu, j'ai pas le titre des comparaisons, mais à ma connaissance, je sais que d'habitude les romans sont plus complexes et qui apportent plus de réponses que des films qui sont, comment dire, qui sont obligés d'aller vite et de montrer juste quelques passages, quelques épisodes marquants de l'histoire afin de créer une histoire cohérente et impactante sur l'écran. Voilà, du coup, The Watchers, une histoire chouette, mais moyenne. Voilà, c'est moyen. C'est tout pour aujourd'hui les amis. C'est tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà regardé les films ou si vous avez déjà lu les romans. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.